7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors après plus de 10 jours de blocage, la plupart des agriculteurs ont repris la route de leurs exploitations. Si tous sont certainement soulageants de rentrer chez eux, ils n'en repartent pas moins insatisfaits par les mesures gouvernementales. Un goût d'amertume de lever le camp. Pour autant, la flamme de leur colère est-elle éteinte? Sous quelle forme continuera la mobilisation? Et les agriculteurs ont-ils vraiment quelque chose à attendre du gouvernement et de l'Union européenne? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Philippe Murer. Bonjour Philippe Murer. Bonjour. Vous êtes ingénieur, notamment auteur de Comment réaliser la transition écologique et sortir du capitalisme du désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis nous sommes avec Patricia Chagnon. Bonjour Patricia Chagnon. Bonjour. Vous êtes députée européenne du Rassemblement national. Alors Patricia Chagnon, la dernière fois qu'on vous a eu sur cette antenne, vous nous parliez de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Alors vous dénonciez déjà le problème de la concurrence déloyale, parce qu'évidemment donc, ce sont des produits moins chers, parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes que l'Europe. Quelques semaines plus tard, c'était un nouvel accord avec le Chili qui a été signé par l'Union européenne. Donc vous, ça fait depuis des années que vous dénoncez évidemment ces accords de libre-échange. Et cette révolte, elle vient de là, elle vient justement notamment de ces accords de libre-échange de l'Union européenne. Oui, le désaccord, la souffrance de notre secteur, de nos filières agricoles vient bien évidemment des accords de libre-échange. Il n'y a pas que ceux que vous nommez, il y a également le TAFTA avec le Nord, avec les États-Unis, le CETA également. Donc, l'empilement des accords de libre-échange, ça fait des années que ça dure. Mais ce n'est pas le seul problème. On a effectivement la concurrence déloyale, mais on a également la superposition de normes absolument incroyables auxquelles sont soumis nos agriculteurs qu'ils n'arrivent pas à suivre ou qu'ils n'arrivent pas à payer. Mais le plus grave, c'est peut-être la troisième raison qui est à l'origine de ce ras-le-bol généralisé et pas uniquement français. C'est après la Hollande, c'est l'Allemagne, maintenant c'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est partout en Europe. C'est quand même la décision de l'Union européenne de la suppression de 15% des terres agricoles en Europe. L'Union européenne a décidé que l'agricole, c'est pas bon pour l'environnement. Donc, allez, on va supprimer les élevages, comme aux Pays-Bas, ils avaient décidé, avec le gouvernement néerlandais, la suppression de 3000 élevages bovins. Bien évidemment, ça a amené à cette révolte qui a renversé le gouvernement, mais cette décision est une décision au niveau européen. La grande contradiction, et les agriculteurs le voient bien, c'est bien évidemment, en même temps qu'on supprime les moyens de l'agriculture sur le continent européen, on continue à importer de l'autre côté du monde avec des grands paquebots hyper polluants, des produits qui sont produits ou des élevages de la viande qui est élevée dans des conditions absolument interdites, qui seraient interdites en Europe en utilisant des produits, des antibiotiques, des produits chimiques sur les cultures, strictement interdits chez nous. Alors Philippe Murer, je pense qu'on vous connaît un petit peu sur cette antenne, je crois que vous êtes d'accord notamment là-dessus, sur ces normes européennes libre-échangistes qui sont à l'origine de cette révolte des agriculteurs. Je voulais revenir avec vous sur le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, qui a dit agir en européen. Il a affirmé, donc c'était après les annonces de Gabriel Attal, que donc, ces annonces allaient dans le bon sens, qu'il manquait quelque chose au niveau européen. Et alors pour vous justement, agir en européen, c'est trahir la France. C'est tout à fait exact. C'est un tweet que j'ai fait suite à l'interview de Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, avec Apolline de Malherbe sur RMC. Agir en européen, comme le disait Patricia Chagnon, c'est accepter les accords de libre-échange et la pression économique écrasante de l'Union européenne. Et en fait, le problème, c'est que les agriculteurs ont été trahis par 3 sources différentes. Ce sont des agriculteurs qui sont en train de mourir. C'est pour ça qu'ils sont passés 2 semaines sur leur tracteur alors qu'il faisait parfois froid dehors pendant cette période. Donc, ils ne sont pas allés s'amuser à faire des manifestations. Ils ont dit, et c'est un cri du cœur d'une profession qui ne veut pas mourir. Ils ont été trahis par la FNSEA. Donc, avec Arnaud Rousseau qui a négocié des cacahuètes, 150 millions d'euros d'aide pour les agriculteurs, alors que le problème est beaucoup plus grave. Et puis, la non-augmentation du gazole agricole. Mais Arnaud Rousseau, pourquoi fait-il ça? Parce que c'est un homme d'affaires déguisé en paysan, ainsi qu'une partie du reste de la FNSEA, des jeunes agriculteurs. Arnaud Rousseau a 7 km² de terre. Il est président du conseil d'administration du groupe Avril, Le Sieur, Puget, etc.
et donc d'une multinationale de 9 milliards d'euros. Et il est président aussi de beaucoup d'autres grandes entreprises. Alors, ils ont été trahis aussi, les agriculteurs, par un gouvernement qui fait semblant de pouvoir changer les choses en restant dans l'Union européenne. On a vu Macron aller quémander des réformes à Bruxelles et ne rien obtenir, ce qui est absolument logique puisque c'est décidé au niveau de l'Union européenne. Ils ont été trahis aussi par l'Union européenne elle-même, qui finalement, vous l'avez vu jeudi, a donné 50 milliards d'euros à l'Ukraine, a signé un accord de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine, tout en ne donnant que 8 milliards d'euros. Donc, pardon, tout en étant. Donc, ça veut dire que la France donne 8 milliards d'euros à l'Ukraine, alors qu'elle a donné 150 milliards d'euros aux agriculteurs. Donc, c'est un problème, mais il y a un vrai problème. Et moi, je mets. Parce que le problème des agriculteurs, arrêtons avec les normes, etc. Les normes, c'est pour demain surtout. Les normes écologiques et le pacte vert. Le problème, c'est les revenus, où les gens n'ont plus de revenus et les fermes sont liquidées. Et moi, je vais poser une question à Patricia Chagnon du RN. L'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande dont vous parlez, le RN a voté contre. C'est vrai. Mais les alliés du RN, le groupe RN avec lequel ils veulent changer l'Union européenne de l'intérieur, a voté majoritairement pour. L'accord avec le Chili, qui a été voté en commission commerce international la semaine dernière, en plein bocage paysan, ce qui montre le mépris de l'Union européenne pour nos agriculteurs. Cet accord a été voté contre par Thierry Mariani, mais il a été majoritairement voté pour par le groupe et les alliés du RN. Donc le RN est un double jeu, parce qu'il nous dit qu'il va sauver les agriculteurs, changer l'Union européenne de l'intérieur, avec des alliés qui eux-mêmes veulent continuer à détruire l'agriculture avec les accords de libre-échange. Je pense que ça n'a aucun sens et que là, on a un énorme problème. Je laisse Patricia Chagnon nous expliquer. Alors, avant ça, il y a le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner, mais vous allez pouvoir évidemment répondre à cette question, Patricia Chagnon. Ligne droite. La table ronde. Alors Philippe Murer, vous aviez posé une question à Patricia Chagnon, maintenant vous êtes journaliste aussi pour Ligne Droite. Alors là-dessus, sur mais ces accords... il faut quand même mettre les gens en face de ces contradictions, hein, cher Corentin. Alors, allez-y, c'est le débat. Donc Patricia Chagnon là-dessus, donc vous avez le RN au sein d'Identité et Démocratie a voté contre ces accords de libre-échange, mais vos alliés ont plutôt, d'après Philippe Murer, voté pour. Comment vous l'expliquez ? Oui, d'abord, je ne savais pas qu'on avait le droit de poser des questions à son compagnon sur le plateau, mais je suis ravie qu'on me pose la question parce que ça me permet de clarifier une fois pour toutes cette espèce de petite musique qu'on essaye de faire tourner au fond et qui apparemment fait également partie de la question de M. Murer ce matin. Alors, c'est très facile. Dans un groupe politique, vous avez beaucoup de pays qui sont réunis. Et nous sommes justement pour une alliance des nations d'Europe. Ça veut dire que chaque pays vote en fonction ou prend des positions en fonction des intérêts de son pays. Donc, si nous avons voté contre ces traités de libre-échange, c'est effectivement contre l'intérêt de notre pays qui est la France. Maintenant, il y a d'autres pays européens qui peuvent trouver que certains aspects ou certains traités sont à l'avantage de leur pays. Donc, ils ont tout à fait la liberté de voter pour. Notre position en ce qui concerne, bien évidemment, l'organisation des États-nations au sein de l'Union européenne, c'est une alliance des nations où chaque pays défend ses propres intérêts. Maintenant, en ce qui concerne l'agriculture, nous appelons tout de suite, immédiatement, à exclure tout ce qui est agriculture d'ores et déjà des traités de libre-échange, faire une exception agriculturelle pour qu'effectivement donner un bouffée d'air, si vous voulez, à nos agriculteurs, à nos filières d'élevage pour effectivement se reconstituer au plus vite, éviter encore plus de détresse dans nos secteurs. Alors, Philippe Muret, vous voulez répondre, mais moi je voulais vous parler des métiers Non, c'est pas des métiers je peux répondre en 20 secondes si vous voulez. Alors en 20 secondes. En fait, l'Union européenne, pour la changer de l'intérieur, il faut absolument avoir l'unanimité pour changer les traités. Ça, c'est la première méthode. Il est impossible d'avoir 27 pays qui vont changer les traités. Par contre, si vous voulez changer l'Union européenne de l'intérieur avec une majorité au Parlement européen comme le veut le RN, alors que le RN avec ses alliés ont 70 députés sur 700, il faut être majoritaire au Parlement européen, ce qui est impossible, et vous êtes encore moins majoritaire quand vos alliés
vote pour la destruction de l'agriculture française par les accords de libre-échange. Donc tout ça est un vaste Oui, enfumage. je peux Déjà pas. répété Je peux là-dessus, pas. c'est pas la peine Non, non, d'aller non. Vous, plus Mais loin. vous monsieur, répondez très très rapidement, gentiment. Patricia Chagnon, puis Oui, après oui, on oui, parle oui, des oui, métiers oui. en tension. Oui, 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 tout à fait, parce que c'est assez pitoyable, ces discussions. Monsieur Murer connaît peut-être le Parlement européen, que je connais assez bien, et je peux vous dire que tout est en train de changer. Monsieur Murer, vous voyez bien les autres gouvernements arriver. Vous savez très bien qu'il sera tout à fait possible à l'intérieur, avec des partenaires solides, de changer ce genre de choses. Et je vous rappelle que la France est contributeur au budget de l'Union européenne à hauteur de presque 25 milliards d'euros, qu'elle récupère bonne année, mal année, 15 milliards d'euros. La France est contributeur de 10 milliards d'euros au budget de l'européenne et ça lui donne quand même énormément de choses à dire au sein de l'Union européenne. Donc de me dire que c'est pas possible, c'est absolument, je le conteste à 100%. Il y a énormément de partis, même en dehors du groupe ID, qui sont d'accord pour effectivement refondre le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, bon, évidemment, c'est un autre débat hein, qui est bien plus large que l'agriculture. Je voulais revenir avec vous, Philippe Murer, sur le gouvernement donc, qui souhaite désormais que les secteurs agricoles soient qualifiés de métiers en tension. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, pour vous, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Non, et là-dessus, je pense qu'on sera d'accord avec le RN. Voilà. Alors, quel est le mécanisme, en fait, qui nous entraîne dans un piège absolument dangereux? La pression économique qui est écrasante, qui est faite par les importations, soit par les accords de libre-échange, soit pour les importations d'Ukraine voulues par l'Union européenne, ça met une pression énorme sur les prix. Et les agriculteurs français sont obligés de s'aligner sur des prix très bas, ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas de revenus. Et les agriculteurs disaient, nous n'avons pas de revenus à cause des importations. Donc, à partir de cela, on voit que depuis 25 ans, même 50 ans, on a des liquidations de fermes parce que des paysans ne s'en sortent pas. Et on a une concentration, en fait, de l'agriculture française dans des fermes de plus en plus grandes. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la ferme moyenne en France, c'est 0,7 km². Et ça a doublé en 25 ans, ça double tous les 25 ans. On est vers une agriculture à l'américaine avec des fermes qui vont devenir aussi grandes qu'aux États-Unis. Et c'est à ça que répond Marc Fesneau. C'est-à-dire quand vous avez des fermes, et je ne dis rien de négatif par rapport aux agriculteurs, ils le subissent. Vous êtes obligé pour produire pas trop cher d'avoir des fermes de 0,7 km², il faut faire venir des ouvriers agricoles, vous comprenez Corentin? C'est-à-dire des gens qui vont, au moment où il y a beaucoup de travail, soit pour les récoltes, soit pour planter, soit pour désherber, qui vont aider l'agriculteur qui est tout seul. Et donc ces ouvriers agricoles qui sont payés, et c'est un métier extrêmement difficile, eh bien, Marc Fesneau vient de dire qu'il va venir faire ça, et qu'il le fait déjà un peu. En reconnaissant que l'agriculture est un métier en tension, on va faire venir des ouvriers agricoles qui sont des migrants. En fait, c'est déjà en partie le cas en France, mais en Espagne, c'est beaucoup plus important. Il faut comprendre, il y avait un article de TF1 qui parlait de ça hier, qui disait qu'en Espagne, il y a 60 bidonvilles près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, des bidonvilles de migrants qui servent, en fait, ces gens-là travaillent dans les champs, dans les serres géantes qui produisent des légumes pour toute l'Europe, et en fait, qui sont payés 7 € de l'heure, et parfois qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et quand ils sont clandestins, à ce moment-là, ils sont encore moins payés puisqu'ils n'ont pas de papier, et là, on est à 5 € de l'heure. C'était ce que disait l'article de TF1. Donc, l'Union européenne fait venir des migrants, c'est le processus. Avec son droit européen favorable à l'immigration, même clandestine. L'Espagne les attire dans des bidonvilles. Ensuite, l'Espagne exporte dans toute l'Europe ses légumes à prix imbattable, fait avec ses migrants. Et peu après, la France est obligée, ou va être obligée de s'aligner, avec des agriculteurs qui sont, entre guillemets, contraints d'embaucher des migrants dans des fermes gigantesques, et des migrants parfois clandestins. Et donc, on pourra les faire venir plus facilement. Je vous lis ce que disent les services de l'État dans le Loiret à propos des métiers en tension et des réactions de Marc Fesneau. Cela permettra notamment d'accélérer les procédures pour l'octroi de visas de travailleurs étrangers pour le travail saisonnier en agriculture, sécurisant un accès à la main-d'œuvre pour les producteurs agricoles, par exemple dans le secteur des fruits et légumes, où existent des pics d'activité, par exemple pour les récoltes. Donc en fait, je finis, c'est l'exploitation de la misère au nom de la concurrence européenne, au nom de l'Union européenne, c'est la perversion intrinsèque de l'Union européenne qui amène une course à l'appauvrissement, à l'exploitation, voire à l'esclavage de gens via l'immigration de masse. Et la destination ultime de tout ça, ce sont des fermes géantes. Tant qu'on reste dans l'Union européenne, on arrivera à des fermes géantes de
0,7 km² qui passeront peut-être à plusieurs kilomètres carrés, achetés par des multinationales, où des migrants, des clandestins, seront la main-d'œuvre de ces milliardaires. Voilà la destination de la chose qui est assez horrible, mais qui est une possibilité dans 10 ou 20 ans. Ouais, qui est assez catastrophique. Et en plus, ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a un problème, notamment avec l'agriculture, parce qu'il y a trop de libéral, enfin c'est trop libéral, et puis là on répond à un problème libéral par un autre problème libéral. Patricia Chagnon, là-dessus, vous vouliez répondre à Philippe Murer. Oui, non, le problème est généralisé. En même temps que nous avons ces problèmes terrifiants dans nos filières agricoles, l'Union européenne est en train d'essayer de faire voter avant la fin de la mandature son pacte d'immigration et d'asile sur lequel je travaille depuis plusieurs années. Ce pacte d'immigration et asile que l'Union européenne essaye de nous imposer est en fait, en réalité, sous prétexte de dire on va réguler l'immigration clandestine, en fait, ils vont légaliser l'immigration clandestine. Et un des volets, c'est bien l'immigration de travail. Donc, c'est un des volets de faire venir ou de légaliser les clandestins qui sont déjà sur le territoire, et bien sûr, pour obtenir du grand capital, des grandes entreprises, l'aval de leur accord, leur soutien pour ce pacte d'immigration. Et on a déjà vu le MEDEF, on a déjà vu, bien sûr, la FNSEA. Moi, je le vois aussi avec les syndicats d'hôteliers, des restaurateurs dans mon secteur. J'habite en Picardie. Qui applaudissent en disant finalement on va trouver des salariés. Oui, on va trouver des migrants qui vont travailler dans des conditions déplorables, qui se font exploiter souvent exploités parce qu'ils sont des saisonniers, ils dorment 6 dans une chambre, ils acceptent bien sûr des taux horaires inférieurs au taux horaire minimum français, ils ne savent pas se défendre et en fait font concurrence directe aux salariés français qui sont mis en concurrence avec des gens qui acceptent de travailler dans des conditions déplorables. Donc c'est absolument néfaste, c'est une façon néolibérale de traiter le marché du travail. Je pense que pour l'agriculture, je comprends l'agriculteur qui dit je ne peux pas payer un salarié agricole parce que c'est trop cher, parce que c'est trop difficile, ou même peut-être parce que les gens veulent pas travailler pour le SMIC dans des métiers qui sont quand même difficiles. Je pense qu'il s'agit de révaloriser les métiers, de donner de l'air, d'abaisser les charges sociales et les charges patronales sur ces salaires-là et d'encourager à embaucher, à former des travailleurs agricoles français, bien sûr. Mais la FNSEA, dans cette histoire-là, joue un jeu assez pervers, mais c'est pas nouveau, hein, c'est la FNSEA depuis 30-40 ans qui main dans la main avec le gouvernement accepte les traités de libre-échange, a essayé de dire aux agriculteurs de moyenne et de petite taille que c'était bon pour eux. Donc la FNSEA joue un double jeu depuis des décennies. Et on voit bien à nouveau que le fait de cautionner l'arrivée de travailleurs migrants, voire de clandestins dans les exploitations, ce n'est pas la solution pérenne pour avoir un secteur agricole français vivant et fort, si ce n'est pas possible. Ça. On va revenir sur la légitimité de la FNSEA et aussi des jeunes agriculteurs, mais avant de donner la parole à Philippe Murer, je voulais revenir avec vous, Patricia Chagnon, sur ce qui s'est passé jeudi dernier donc au Parlement européen. Notamment, il a été assiégé, entre guillemets, par des agriculteurs venus de toute l'Europe, hein, de Belgique, de France, d'Allemagne, d'Italie, de Hollande. Vous êtes allé à la rencontre de ces manifestants. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Écoutez, il y avait à la fois une énorme angoisse pour l'avenir. Ils étaient tout d'abord venus pour manifester leur colère, leur exaspération sous les fenêtres même des institutions européennes. Comme je vous disais, voilà, les traités de libre-échange avec maintenant le blé ukrainien qui a fait chuter le prix du blé, avec des œufs ukrainiens qui arrivent apparemment en Belgique le matin même, concurrencer les œufs belges. Ils étaient tous là avec leurs différents, si vous voulez, sujets typiquement nationaux. Aux Pays-Bas, ça reste toujours la fermeture des exploitations, des élevages bovins. Et ils se sont trouvés à Bruxelles pour se rendre compte, en fait, que leur dénominateur commun s'appelle bien l'Union européenne, qui, en fait, trouve ses traductions nationales avec les législations nationales qui leur sont imposées. Donc, il y avait à la fois une grande colère,
une grande exaspération, mais également un enthousiasme pour l'avenir, parce que pour la première fois, les agriculteurs d'Europe, de toute l'Europe, se sont retrouvés, ont fait connaissance, ont discuté, ont construit des liens, et désormais, je pense, faut mener ce combat contre les politiques néfastes européennes ensemble, parce que c'est bien là où il y a l'origine de tous les malheurs pour le secteur agricole en Europe. Oui, une solidarité européenne de tous ces agriculteurs. Donc on a compris qu'ils comprennent aussi toute la perversité de ces accords de libre-échange. Alors je voulais revenir avec vous, Philippe Murer, sur les normes écologistes, parce qu'il y a des normes écologistes différentes. Patricia Chianon l'a dit tout à l'heure, il y a une décision de suppression de 15% des terres agricoles, notamment parce qu'elles seraient trop polluantes. Vous êtes l'auteur, Philippe Murer, de comment réaliser la transition écologique. Alors ces normes écologiques, est-ce qu'elles sont viables pour les agriculteurs? Est-ce qu'elles participent véritablement à la transition écologique? Une chose très claire, vous ne pouvez pas détruire le niveau de vie des gens comme les agriculteurs et leur demander en même temps d'être sous une pression économique écrasante et de faire de l'écologie. Ça devient quand même extrêmement compliqué de faire les deux choses à la fois pour eux, et c'est ce qu'ils disent. Et moi qui suis pour, à terme, une agriculture écologique, je le partage évidemment. Si vous voulez que les gens aient les moyens de faire cela, il faut les mettre dans des conditions économiques décentes où ils peuvent survivre. Et l'Union européenne fait exactement le contraire, finalement. Parce qu'aujourd'hui même, quand elle signe des accords avec l'Ukraine pour dire, eh bien, le sucre, le poulet ukrainien sera sans droit de douane et sans quota, que ce poulet ukrainien, qui est fait dans des fermes de 75 millions de poulets à l'année, produits à l'année. Vous vous rendez compte? 75 millions, une ferme ukrainienne du groupe MHP, et qui déferle en Europe à prix bâton toute concurrence, parce qu'il est fait avec des gens travaillant à 1 euro de l'heure. C'est du poulet qui est fait aussi avec beaucoup d'antibiotiques et voire des hormones de croissance qui sont interdites en Europe. Et c'est nos agriculteurs, on leur dit, vous allez faire de l'écologie sur des petites fermes avec quelques milliers de poulets, et en même temps, vous allez être en concurrence avec l'Ukraine qui fait ses poulets dans des fermes de 75 millions. Donc on voit que c'est complètement délirant de faire ça. C'est une trahison des agriculteurs de leur demander faites de l'écologie et on vous envahit en même temps par du poulet ukrainien. Et si c'est caricatural pour le poulet ukrainien, c'est vrai dans tous les domaines. L'accord avec le Mercosur, qui est en négociation et qu'Emmanuel Macron, rappelons-le, ne peut pas interdire parce qu'il est voté à la majorité des pays et non à l'unanimité, eh bien cet accord, c'est de faire venir du poulet brésilien, du bœuf brésilien, fait par des gens à 1 euro de l'heure en déforestant l'Amazonie, avec du soja, avec des bêtes qui sont dans des fermes absolument gigantesques. Donc pression économique énorme sur nos agriculteurs avec une viande à bas prix qui arrive déjà dans les supermarchés. Et de l'autre côté, nos agriculteurs, on va leur dire, eh bien, faites de l'écologie, messieurs, faites-nous de l'écologie. En plus, dernier point, en fait, l'Union européenne, on est tous d'accord, je pense, sur ce plateau, on le voit, appauvrit les Français et tous les Européens. Tous les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat. Maintenant, les Allemands commencent à avoir des problèmes de pouvoir d'achat. L'Italie, la Grèce, tous ces pays. Donc, on ruine économiquement les gens. On fait qu'ils ont peu de pouvoir d'achat. Alors, comment est-ce qu'ils vont acheter bio? Comment est-ce qu'ils vont acheter des produits biologiques ou des produits de l'agriculture respectueuse de l'environnement moins chers? C'est une honte, c'est une moquerie, parce qu'en fait, les gens, à ce moment-là, qui n'ont pas d'argent, aujourd'hui, dans les supermarchés, que font-ils? Ils vont acheter les produits à plus bas prix, parce qu'ils sont économiquement sous une pression délirante des politiques de l'Union européenne. Et donc, l'agriculture biologique et écologique ne sera pas dans cette Union européenne. On voit que l'agriculture biologique a reculé depuis 2 ans, et que les agriculteurs biologiques souffrent parce qu'il n'y a plus de vente, parce que les gens n'ont pas assez d'argent au global pour acheter d'agriculture respectueuse de l'environnement. Donc, avec tout cela, on se moque du monde. La seule solution pour faire à la fois de l'agriculture et dans un peu plus longtemps une agriculture écologique, c'est d'arrêter les traités de libre-échange imposés par l'Union européenne, arrêter la concurrence de l'Europe de l'Est, dont maintenant l'Ukraine, arrêter la concurrence déloyale imposée par l'Union européenne. Et donc, ça signifie sortir de l'Union européenne. Il n'y a pas d'autre possibilité pour empêcher l'agriculture française d'être détruite. Soyons sérieux. Alors Patricia Chianon, sur les normes écologiques, puis après on va évidemment conclure sur comment retrouver notre souveraineté alimentaire et comment aider nos agriculteurs. Mais sur les normes écologiques, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez comme Philippe Murer, c'est compliqué d'être à la fois économique et écologique?
Écoutez, je pense déjà, cet agribashing auquel on assiste depuis de très nombreuses années est tout à fait inacceptable. L'agriculture française est un des plus vertueuses dans le monde. Les agriculteurs en France ont fait d'énormes Mmh. efforts de réduire l'utilisation de pesticides, de Mmh. le faire de façon beaucoup plus respectable. Donc, je trouve ça tout à fait inacceptable de parler de telle sorte des secteurs agricoles. Une fois pour toutes, à un moment donné, c'est comme un homme ou une femme, un humain qui est malade. À un moment donné, quand on est malade, il faut prendre des médicaments. Ces médicaments, pour les plantes, ça s'appelle des produits phytosanitaires. Il faut parfois les utiliser. Les agriculteurs français le font de façon extrêmement responsable et on devrait, en France, investir beaucoup plus dans la recherche pour effectivement remplacer des produits ou trouver des solutions pour des produits qui sont absolument indispensables pour les agriculteurs aujourd'hui, pour avoir d'autres produits qui seraient encore moins nocifs. Je prends un exemple pour illustrer cette absurdité de pousser nos agriculteurs toujours à l'extrême. Les néonicotinoïdes pour les betteraves. Vous avez assisté à leur interdiction. Je viens de la Picardie, terre betteravière, où j'ai assisté dans le début des années 2000 à la fermeture de la sucrerie d'Abbeville. Et bing, l'an dernier, on interdit définitivement l'enrobage des néonicotinoïdes pour les betteraves, sous prétexte que ça allait tuer les abeilles. Bon, je vous signale que quand une graine est entourée de pesticides, les betteraves sont récoltées avant leur floraison, ça ne fait rien pour les abeilles. Enfin bref, on l'interdit du jour au lendemain. Et en fait, les productions betteravières, quand vous avez les pucerons qui envahissent les champs, vous avez les pertes de rendement qui font que l'agriculteur, le betteravier, ne peut plus en planter. Le résultat, c'est que toute la filière betteravière se casse la figure, tandis qu'avec les traités de libre-échange, l'Union européenne continue à importer du sucre produit avec ces mêmes néonicotinoïdes. D'ailleurs, aberration totale. Ouais. Donc moi, je ne veux pas dire, les agriculteurs français, encore une fois, ont fait d'énormes efforts. On a une agriculture, un élevage parmi les plus vertueux de l'Europe. C'est inacceptable d'entendre dire à chaque fois qu'on serait, ce serait des destructeurs Oui, de que la les nature. agriculteurs ne font pas assez d'efforts, oui, bien sûr. Alors, Et bien sûr, il y a toujours, non, j'aimerais terminer. Il y a allez-y. toujours encore des efforts à faire, bien évidemment. C'est pour ça que la recherche, il faut qu'elle continue. Maintenant, il faut quand même aussi dire, et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit dans cette discussion, mais qui sont les grands profiteurs de ces traités de libre-échange? Mais qui font de l'argent avec ça? Pourquoi est-ce qu'on a ces traités de libre-échange? Écoutez, il faut quand même que les Français le sachent et que tout le monde l'admet. Il y a quelqu'un qui se remplit les poches avec ces traités de libre-échange. Ce n'est pas l'agriculteur, ce ne sont pas les ménages français qui payent de plus en plus cher leurs produits. Ce sont la grande distribution, ce sont les grands importateurs. Et quand on voit que eux, ils augmentent leurs profits, tandis que les produits sont offerts dans les supermarchés avec des marges incroyables, on se rend bien compte qu'il y a un modèle, il y a un business model qui arrange des grands groupes au niveau mondial. C'est ça qui est inacceptable. Et la petite musique que je commence à entendre tourner là hier matin sur une chaîne de télévision en disant attention, si on soutient nos agriculteurs, on va payer plus cher. Écoutez, messieurs, dames, j'invite tout le monde à Voilà. effectivement voir pendant 6 mois ce que ça donne si on consomme français, qu'on ait une stratégie nationale, qu'on soutient nos agriculteurs. On va manger des produits de qualité extraordinaire et qui sont en plus avec une sécurité alimentaire inégalée dans le monde. Mais Et je pense que les Français ont droit à ça. on espère, Patricia Chaigneau. Alors, Philippe Murer, vous, on a compris, pour retrouver notre souveraineté alimentaire, il faut sortir de l'UE. Puis vous, peut-être, Patricia Chaigneau, voilà, véritablement faire en sorte que la grande distribution fasse moins de marge, parce que, évidemment, nos agriculteurs, finalement, gagnent très peu d'argent sur leurs produits. Merci à tous. On n'a pas eu le temps. Je suis désolé, on est obligé Merci beaucoup. de finir là-dessus. On n'a pas eu le temps de parler de Bruno Le Maire, hein, qui a ici, qui a demandé aux grandes supermarchés, enfin aux grandes surfaces de supermarchés, le contrôle dans les prochains jours de la loi Egalim. Mais on en parlera plus tard. Merci à vous, Philippe Murer. J'appelle le titre de vos livres: Comment réaliser la transition écologique et sortir du capitalisme du désastre, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et merci à vous, Patricia Chaigneau.